Bonjour, je vais vous parler de dynamique de groupe, de voir comment on peut faire pour qu'une décision soit vraiment collective et en même temps que ça ne prenne pas des heures et des heures pour aboutir à ce résultat. Je me présente rapidement. Moi je suis un plutôt ancien développeur maintenant parce que j'écris encore un tout petit peu de code mais plus beaucoup. En fait mon credo c'est que la technologie c'est rien sans les gens qui la font. Au départ je voulais faire des super logiciels où j'ai mis l'accent sur la technologie, des pratiques d'ingénierie. Et puis au final, je me suis rendu compte que le levier le plus puissant, c'est l'équipe. Parce que si on a une super techno avec une équipe dysfonctionnelle, on ne sortira rien du tout. Et puis si on a un truc un peu pourri, mais qu'on a une équipe géniale, on aura quand même à livrer quelque chose. Donc aujourd'hui, je m'occupe d'aider les équipes à faire ça, à avoir cette dynamique d'équipe qui vont leur permettre, malgré leur contexte, si j'ai envie de dire, de sortir quelque chose. Et puis, j'aime beaucoup jouer, et comme j'ai dit, hardcore gamer, pas derrière la console avec les trucs, non, avec les papiers, les cartes, les dés. Et j'ai participé, j'ai aussi créé, modifié, hacké des jeux pour les utiliser dans le cadre d'aider les équipes à faire des tests, à s'entraîner, etc. Mon entreprise, c'est Kit Consulting, on est 150, c'est une entreprise de services numériques assez standard. Ne serait-ce que pour cette taille, on est quand même basé à Paris, Nantes, Lyon, Barcelone et Hanoï. Et c'est pas un développement international qui est venu d'une stratégie, c'est venu de l'envie de personne. Il y a des employés qui sont venus aller voir le patron en disant moi j'aimerais bien ouvrir une agence à Barcelone, moi j'aimerais bien ouvrir une agence. Ok, allons-y. Voilà, c'était comme ça. Déjà, on peut parler des symptômes. Qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche pas bien? Mais juste avant ça, je vais vous demander un petit exercice tout simple. Vous allez réciter dans votre tête les jours de la semaine. Et quand c'est fait, vous vous mettez debout. Ok? Allez, c'est parti. Maintenant, vous allez faire la même chose, mais vous allez les trier par ordre alphabétique. Et quand c'est fait, vous vous asseyez. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? C'est plus difficile la deuxième fois. C'est pas le contexte habitué. Pardon? C'est quoi le contexte qu'on est habitué? C'est pas le contexte qu'on est habitué. Donc effectivement, l'habitude, ça compte. Les choses dont on est habitué, on les fait vite. On les fait bien, ça j'en sais rien, en tout cas on les fait vite. Quand on change sa façon de faire, ah bah, au début c'est plus long. C'est vraiment plus long, c'est pas naturel. Donc ça c'est important, on verra pourquoi par la suite. Donc je parlais des symptômes. Qu'est-ce qui se passe dans un groupe qui ne fonctionne pas très bien? Bah, ça tourne en rond. Ça fait 1 heure qu'on discute et on s'est mis d'accord sur un mot. Ça va être super long d'écrire ce rapport. Ou alors, on observe des remises en cause systématiques. J'étais pas là quand on a pris la décision, donc je dis net et recommence à zéro. Ouais, mais comme tout le monde ne peut pas toujours être là à cause des calendriers, effectivement, c'est assez pénible. Ou alors, on voit des gens qui sont toujours d'accord avec le leader, avec la majorité. On voit qu'ils basculent quand la majorité bascule. Mais est-ce que c'est vraiment son avis, en fait? Bah, j'ai du mal à savoir. J'ai pas vraiment l'impression. Ou alors, on a des gens qui parlent pas. Ils sont jamais ni contre ni pour. Mais du coup, pareil. Est-ce qu'on perd pas leur contribution quand il se passe ça? Ou alors on décide de tous les détails tous ensemble tout le temps. Comme ça on est sûr que c'est une décision vraiment collective. Bah, c'est super long, puis c'est beaucoup de discussions et puis c'est assez pénible. Alors sinon on se dit non, on va s'organiser mieux que ça, on va faire des petits groupes. Comme ça on va bosser en petits groupes, on va se répartir le boulot. Ouais, mais alors là on voit des comportements de ce genre, je veux faire partie de tous les groupes parce que j'ai pas confiance en ce que vont faire les autres. Ou alors, les actions dans les sous-groupes, ben en fait, ils sont partis faire un truc et quand ils reviennent, ça part, c'est pas du tout ce qu'on avait dit qu'on allait faire ensemble. Qu'est-ce que vous avez fait, les gars? Est-ce que ça vous parle? Ah oui. Qui parmi vous a déjà vécu ce genre de situation? Si c'est, mettez le pouce vers le haut. Si c'est jamais ça vous est arrivé, mettez le pouce vers le bas. Puis si vous ne savez pas, vous n'avez pas d'avis.
effectivement. Donc ça, c'est une réaction non verbale. Et on verra après pourquoi c'est important. Les remèdes, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Et bien en fait, ce que j'essaye de vous proposer, c'est des outils et des pratiques que j'ai découverts en accompagnement des groupes, ou en faisant des projets, ou on a des gens qui nous disent des trucs. Voilà, des choses qui sont simples, mais qui peuvent vraiment être très efficaces. Et puis vous savez quoi? Tout ce que je vais vous dire, c'est des exemples que j'ai vécu dans différents contextes, et ils se sont vraiment passés. Je les ai un peu simplifiés pour le format de la conférence, mais globalement, c'est des événements qui ont eu lieu. Donc c'est des choses que j'ai vécues, je ne vous raconte pas des trucs que j'ai lus dans un livre, et qui peut-être marchent. Pour préciser un peu le contexte, ça c'est un contexte idéal. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas dans ce contexte, c'est pas que ça ne peut pas marcher, ou que une ou deux pratiques, vous ne pouvez pas les prendre. Mais ça c'est vraiment le contexte qui va faire en sorte que ça marche. Donc déjà, ça marche pour tous les types de groupes. Peu importe, ça peut être un comité de direction, ça peut être une association, ça peut être votre équipe dans votre entreprise. Tous les types de groupes, ça marche. L'idéal, c'est qu'on soit entre 5 et 9 personnes. Moins, on va manquer de points de vue, on va manquer de compétences pour avoir vraiment de la valeur. Plus, ça va devenir compliqué de discuter tous ensemble. Si on est plus que ça, bah, en fait, il faut s'organiser autrement. Il y avait une conférence au début de matinée sur l'holacratie. Bah, ça, c'est des systèmes d'organisation qui permettent de changer de taille. Là, c'est pas de ça qu'on va parler. C'est bien aussi que le groupe soit stable dans la durée. Parce que comme on a vu, bah, changer ses habitudes, ça prend du temps. Donc il faut avoir le temps de pouvoir les essayer. Il faut quand même une certaine sécurité psychologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je peux m'exprimer sans avoir peur des représailles. Ou que ça change les comportements des autres par rapport à ce que je viens de dire. Même si j'ai une idée qui paraît large, je dois avoir le sentiment que c'est OK pour moi de l'apporter. Alors, on peut commencer avec une sécurité psychologique qui est moyenne. Il y a des techniques pour la renforcer et probablement les outils dont je vais parler, ça aide à renforcer ça. Mais il faut un minimum, un niveau minimum. Si les gens ont du mépris et pour eux, quand ils commencent dans ce groupe, il va falloir déjà s'occuper de ça. Ça j'en parle pas ici. Il y a des techniques aussi pour s'occuper de ça, mais j'en parle pas ici. Et puis évidemment, c'est mieux si le groupe il est habilité à prendre les décisions qui le concernent, à la fois son sujet et à la fois son organisation. Sinon, on perd de l'efficacité. La question je vais arriver, c'est OK, mais s'il n'y a pas de chef, qui décide? Bah justement, on va voir. De quoi allons-nous parler? Donc, globalement, les différentes pratiques et techniques, on peut les utiliser un peu quand on veut. Mais là, je vais utiliser le déroulé, par exemple, de formation d'un groupe. Donc, comment bien démarrer, comment mettre en place la confiance, et ensuite des petits protocoles pour vraiment décider et prévenir les conflits. Et puis ensuite, comment tout ça, ça emmène une équipe vers une équipe qui est vraiment efficace, qui est résiliente, où c'est à la fois efficace et confortable, où c'est convivial de bosser tous ensemble. Donc, pour ceux qui connaissent, ça suit un peu la mise en place d'un groupe. Pour commencer, bah déjà, il faudrait qu'on tire tous la couverture de même côté. Sinon, ça peut être assez pénible et puis ça peut être assez inefficace. Donc la première chose qu'il faut se poser, ça, on en parlait dans la conférence de ce matin, Holacratie, la raison d'être d'un groupe, c'est super important déjà de répondre à ces questions. Pourquoi sommes-nous ici ensemble? Que devons-nous faire? Et comment allons-nous nous y prendre? Tant qu'on n'a pas répondu à ça, en fait, ça va revenir tout le temps sur le tapis, ça va venir parasiter les discussions, ça va venir parasiter l'ensemble des discussions. Donc un moyen que j'aime bien pour en répondre à ça, c'est utiliser le déroulé vision, mission, objectif. La vision, c'est quelque chose qui nous transcende, quelque chose qui est une étoile polaire, quelque chose vers laquelle on veut aller, on l'atteindra peut-être pas forcément, mais en tout cas, c'est notre direction. La mission, c'est concrètement ce qu'on va faire, et puis les objectifs, c'est comment on va décliner cette mission au quotidien. Dans mon entreprise, on fabrique des logiciels. En gros, ce qu'on veut, c'est rendre la vie des gens plus simple en leur fournissant des outils qui sont efficaces et qui sont pratiques. Donc, on veut rendre les gens... Comment on fait ça? Bah, on crée des logiciels qu'on espère utiles et ergonomiques. Et dans mon équipe, en ce moment, on crée et on vend une application de réservation en ligne. Voilà. Donc, on a 3 étages. Maintenant, c'est clair ce qu'on va faire ensemble et comment on va s'y prendre.
Ensuite, respirer. En fait, on voit, si on décide tous ensemble tout le temps, ça ne marche pas. Si on part tous dans des directions différentes, ça ne marche pas non plus. En gros, il faut qu'on décide ensemble, mais par contre, il faut qu'on travaille en petit groupe. On met quelques règles qui sont très simples. Déjà, pas de décision unilatérale. Personne ne décide tout seul dans son coin. Et on définit ensemble la direction. Donc on se réunit au départ et on définit une direction, mais sans parler des détails. On dit, voilà, on va aller par là. Et on est d'accord, ok? Allons-y. Maintenant, on se répartit le travail en petits groupes. Voire ça peut être une personne qui prend une tâche, ou d'un binôme, ou un petit groupe de travail. Et on construit des propositions, des choses concrètes à faire. Et ça se fait en petits groupes. Et puis ensuite, la décision finale, elle est collective. Et donc, c'est ce que j'appelle respirer. Parce que au début, on a une convergence, ensuite divergence, on se répartit le boulot, et après convergence. Et en fait, on fait ce rythme régulièrement, inspiration, expiration, et à intervalles réguliers, on se réunit pour faire le point et on repart. On a parlé de Scrum ce matin, si vous reconnaissez le rythme de Scrum, la mêlée, à intervalles réguliers, on fait le point. Et on fait ça autant de fois que nécessaire. Ça permet d'atteindre l'intelligence collective. L'intelligence collective, on en parle beaucoup, mais concrètement, des fois on oublie certains aspects. Il faut des compétences variées pour avoir différents points de vue et maximiser les points d'entrée. Mais il faut de la facilitation. Parce que le groupe, ça maximise les effets. Dans un sens, comme dans l'autre. Donc en groupe, on a des comportements qui peuvent être meilleurs que le meilleur d'entre nous ou pires que le pire d'entre nous. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la facilitation. Donc la facilitation, ça peut se reposer sur des personnes, ça peut se reposer aussi sur des outils ou des protocoles. On va suivre un protocole, et donc ça va nous garantir qu'on a cette facilitation. Et avec le protocole, on peut faire de l'auto-facilitation. Ensuite, une autre chose qui est super importante, c'est être clair sur les rôles. Qu'attendons-nous les uns des autres et quelles sont les responsabilités de chacun? Si on n'a pas défini ça, pareil, les décisions vont être parasitées par oui, mais pourquoi c'est lui qui parle de ça? Je pensais que c'était lui qui devait décider. Enfin, en fait, on s'en sort jamais. Donc, il y a un atelier que j'aime bien pour ça, qui s'appelle la matrice des attendus. C'est assez simple. Je vais prendre le cas d'un groupe dans lequel j'étais. On avait un rôle de pilote, quelqu'un qui est chargé un peu de représenter le groupe et puis de donner le cap. On avait un animateur qui était notre facilitateur interne. Puis on avait un secrétaire qui est un peu le gardien de la méthode, le gardien de la vision, c'est lui qui tient le registre des décisions, et puis qui lève le drapeau quand on sort de la route en disant « Oh là, ça, c'est pas trop la façon de travailler qu'on avait dit qu'on ferait ensemble ». Mais ça s'applique à n'importe quel type de groupe. Si vous êtes Scrum, il va y avoir le PO, le Scrum Master, les équipiers. Si vous êtes dans d'autres organisations, mettez vos rôles ici. Les vôtres, ceux qui sont dans votre équipe. Qu'est-ce qu'on fait? On trace un tableau, on met en ligne et en colonne ce que chaque rôle attend des autres rôles, concrètement. Par exemple, là, l'animateur attend du pilote qu'il soit le gardien du temps pendant une réunion. Ok, c'est super clair. Le secrétaire attend du pilote qu'en début de chaque réunion, il rappelle les objectifs. Pourquoi on est là? Ça sert à quoi cette réunion? Et tous attendent du pilote qu'il soit le porte-parole du groupe à l'extérieur. Ok, voilà, ça c'est clair. Et puis après, on fait la même chose pour tous les rôles. Éventuellement, on peut aussi dire de tous vers tous, on attend bienveillance, je vais quand même essayer de ne pas saboter le truc. Et puis de la participation. Si je viens et que je fais rien, que je me laisse tirer par le groupe, c'est pas hyper sympa. Et si je suis dans cette situation, c'est peut-être que en fait, j'ai pas vraiment ma place ici. Donc pourquoi j'ai parlé de tout ça? Le titre de la conférence c'était décider ensemble. Ça, c'est des trucs d'organisation, ça n'a rien à voir avec la décision. En fait, si, ça pose le cadre. Une fois qu'on est aligné, qu'on a un rythme de travail qui est fixé et les rôles qui sont bien définis, on a posé un cadre de travail qui permet d'être en situation de bien pouvoir décider. Tant qu'on n'a pas fait ça, il y a tellement d'énergie qui va être perdue qu'on peut essayer, ça marchera assez mal les pratiques suivantes. Donc pour décider efficacement, il faut décider par consentement. Parce que ça part du principe qu'une décision ne peut être appliquée que si plus personne n'est contre. Tout le monde n'a pas obligé d'être pour, mais il faut qu'il n'y ait plus personne qui est contre. Parce que s'il y a quelqu'un qui est contre, au mieux il ne va rien faire, donc on va traîner un boulet.
Au pire, il a saboté le truc en disant, bah, vous voyez bien que ça ne pouvait pas marcher, je vous l'avais dit avant. Donc, en fait, on n'a pas vraiment, tant qu'on est dans cette situation, on n'a pas vraiment décidé. Si on vote et qu'on fait 49-51, en gros, il y a la moitié des gens qui ne vont pas bosser ou qui vont nous empêcher d'atteindre l'objectif. Ça va être assez fatigant. Donc pour ça, j'ai découvert les core protocols. Les core protocols, c'est une liste de petits protocoles super simples. C'est deux Américains qui s'appellent Jim et Michel McCarthy qui ont cherché dans la littérature, dans ce qu'ils connaissaient, différentes façons de travailler en groupe pour amener justement cette sécurité psychologique, cette bienveillance, etc. Ça on en parle, mais comment concrètement on fait pour l'atteindre? Moi je veux des trucs pratiques. Et donc ils ont fait des petites briques. Ce qui est super, c'est que leurs petites briques, on peut les utiliser chacune séparément. Et si on les met toutes ensemble, bah, on a un cadre assez puissant pour travailler ensemble. Donc là je vais vous en présenter quelques-uns. Et puis c'est sous licence open source. Donc vous pouvez récupérer les trucs, vous pouvez aussi les enrichir et les partager dans les conditions qui respectent la licence. Donc on va voir le protocole Decider. Et si vous étiez à la conférence avant, là on l'a fait un peu avec les pouces. Je lève le pouce, je suis pour. Je mets ma main comme ça, ou je mets mon pouce horizontal, c'est je me range à l'avis de la majorité. En fait, je décide de ne pas décider cette fois-ci. Pour moi, si on fait l'un ou l'autre, peu importe. Ou je suis contre. J'ai une objection, je montre en quoi ça me gêne, en quoi ça fait tort à notre groupe, ça fait tort à notre objectif si on prend cette décision. C'est une réaction non verbale. Et on fait 1, 2, 3, on vote. Pourquoi on fait ça? Pour éviter de s'influencer. Pour que ce soit vraiment mon avis. On a vraiment l'avis de tout le monde. Pour maximiser la participation de chacun. Et puis, parce que, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais moi, ça m'est arrivé plein de fois dans des groupes où on fait tour de table. Oui, alors je suis pour machin, je suis du même avis et je leur explique pourquoi c'est super son truc. Et puis moi aussi, je leur explique. Puis moi, je suis contre et je dis machin. Et moi, je suis contre et je répète encore pourquoi je suis contre et je répète comme ça. Et puis au bout d'un moment, on n'a rien fait de plus que partager notre vision, mais ça n'a servi à rien. Donc là, c'est un gain de temps assuré déjà de faire ça. Alors maintenant, la question que vous allez me dire, c'est oui, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des gens qui ont des choses qui les empêchent d'être pour? On va voir ça juste après. Et là, j'insiste quand même que c'est différent du consensus. Le consensus, c'est tout le monde doit être pour. Le consentement, c'est plus personne n'est contre. On voit qu'il y a une large différence. C'est vachement plus facile d'atteindre le consentement que le consensus. Et le consensus, pour une organisation, ça peut être super destructeur, parce que c'est extrêmement chronophage. Et puis en plus, le consensus, c'est le plus petit dénominateur commun. Donc en général, c'est tout petit. C'est super dur d'amener de l'innovation dans un groupe qui décide au consensus. Parce que l'innovation, généralement, c'est une libarge. Donc elle ne va pas plaire à tout le monde. Donc si on veut que tout le monde soit pour, bah, ça va être compliqué de la prendre. Il y a des groupes qui se sont sabordés en utilisant le consensus. Par exemple, une entreprise, Korean Airlines, a coulé parce que c'était dans la pratique de l'entreprise de faire le consensus. C'est assez répandu dans la culture asiatique, le consensus, mais pour une entreprise internationale de cette taille, et puis en plus sur un marché assez dynamique du transport aérien à cette époque-là, c'était catastrophique. Donc ils n'ont pas pu prendre les décisions à temps et donc ils ont dû mettre la prise sur la porte. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait des objections? Eh bien, on utilise l'autre protocole qui s'appelle résolution des objections. Bon. Déjà, on part de propositions qui sont concrètes, elles sont précises et elles sont réalisables. Ça, c'est super important. Ensuite, on fait 1, 2, 3, on vote. Donc, on voit les positions de chacun. Si on n'a plus personne qui est contre, eh ben, c'est facile. On adopte la proposition et puis on a gagné, c'est fini. Le job est fait. Si on a une minorité de gens qui sont pour, eh ben, on la met à la poubelle et puis on essaye autre chose. En fait, pourquoi on ne discute pas de ça maintenant? Ben, c'est trop tôt en fait. On voit qu'il y a tellement de problèmes que ça soulève que c'est pas mûr. Peut-être que la personne qui apporte ça ou le groupe qui apporte ça, il faut qu'ils liste les objections et puis ils repartent et ils retravaillent ça. Donc on ne perd pas de temps. Et puis si on a des gens qui ont des objections mais qui sont minoritaires, okay, et ben, à ce moment-là, on va lever les objections. Et comment on fait ça? La question qu'on pose, c'est que faudrait-il modifier pour que tu ne sois plus contre? Attention, j'ai pas dit qu'est-ce qu'il faut modifier pour que tu sois pour. C'est qu'est-ce qu'il faut modifier pour que tu ne sois plus contre. Et là,
la personne elle propose une modification en disant, eh ben si on fait ça à la place, moi après j'ai plus de raison de m'opposer. Là on demande à celui qui apporte la proposition s'il est ok avec ça, s'il dit bah non, en fait cette modification ça dénature complètement ma proposition, ça ressemble plus à rien, c'est pas du tout mon idée, ok, bon bah on le met de côté, on le jette à la poubelle ou on le met de côté, on reviendra, on le transforme, on essaiera autre chose. Et puis si la modification, ok, ouais, c'est d'accord, on modifie la proposition, et puis on recommence, pour vérifier si cette modification n'entraîne pas d'autres objections. Comment est-ce que la modification n'est pas excessive comment est-ce que la modification n'est pas déplacée? Et bien parce qu'en fait on refait un tour. Donc la proposition revient à l'évaluation de départ, et donc si elle est déraisonnable, bah, il va y avoir d'autres objections qui vont permettre de voir ça. Et puis est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir une certaine boucle un peu infinie dans le... Enfin si je regarde juste le schéma comme ça devant... Pour l'avoir expérimenté, ça converge assez vite. Parce que si ça diverge trop, poubelle ou temps mort, on dit ok, bon, ça fait plusieurs tours là, ça converge pas, c'est pas prêt. On le met de côté, on reviendra dessus. Vous avez vu ce qui s'est passé comme discussion, donc maintenant le groupe ou la personne qui porte ça, revenez avec quelque chose la prochaine fois. Pour vous montrer un peu ce que ça donne, ben, je vous propose qu'on fasse un exemple. Et comme je suis tout seul, je vais avoir besoin d'aide, donc il me faudra 3 volontaires. Pour faire un petit exemple, vous verrez c'est hyper simple, il y a une demi-page de script, vous n'avez qu'à suivre. Allez, 3 volontaires s'il vous plaît. Voilà. Thaïs. Tu vois, c'est d'accord. Ah, c'est d'accord. Bonjour. Donc, assez rapidement, en fait, tu apportes une proposition, toi tu as une objection, et toi tu n'as pas trop d'avis, du coup tu fais un peu rôle de facilitateur. Ok? Donc, allez, on vous écoute. Alors je propose les Chevaliers du Zodiaque comme nom pour notre équipe, car notre projet est lié à la mer et à la Grèce. Et en plus c'est drôle. 1, 2, 3, votez. Procédons à la résolution. Cédric, quel est... Alors c'est pas Cédric, c'est une fille. Hein. Léa. Je sais pas comment elle s'appelle du coup. Je m'appelle Claire. Quelle est ton objection? Que proposes-tu? C'est vrai que c'est drôle, mais justement, j'ai peur que ça fasse pas assez sérieux et que ça porte préjudice à notre image. Quoi. Ça préjudice car ce nom est public. Je propose des argonautes à la place. Ça reste dans la même idée et pour les blagues, je préfère garder mes blagues. Et toi, qu'est-ce que tu me dis? Ouais, ok, je comprends, ça me plaît moins, mais ça me va. Ok. Super, alors on revote. 1, 2, 3. Et ben, du coup, la proposition est adoptée. Nous sommes désormais les argonautes. Bravo. On va venir. Voilà ce que ça pourrait donner. C'est super important de célébrer, travailler pour construire des propositions, et puis décider, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, faut célébrer ce moment, en disant ça y est, on a avancé, on a fait un pas, maintenant on a un nouveau outil, et puis on est tous alignés derrière ça, on va pouvoir le porter, on va pouvoir communiquer avec ça, ça va nous aider pour faire connaître au monde qui on est et ce qu'on fait. J'ai juste une question, parce que moi qui étais au cœur de l'action, j'ai été très facilement convaincu en fait, à l'exposition d'arguments, puis j'ai fait ah oui, ok, c'est vrai. Et puis là, dans les protocoles de résolution, tout à l'heure, on parlait de majorité et de minorité qui peuvent faire passer quelque chose ou réfuter quelque chose. Mais on ne parle pas du tout de l'intensité, à quel point une personne peut être contre une proposition. Et en fait, c'est pas si simple de convaincre quelqu'un finalement. Même le fait d'être neutre par rapport à une proposition, s'il y a une ou deux personnes qui sont minorité mais qui sont formellement contre malgré toutes les argumentations, c'est quoi le protocole? Alors, le fait de lever les objections, ça permet de voir qui est contre et pourquoi. Là, le corps protocole ne met pas de niveau, mais il y a d'autres pratiques où on donne l'intensité de son objection en disant j'ai une objection mais je peux vivre avec. Donc finalement, c'est un peu intermédiaire entre contre et puis j'ai pas d'avis. Donc éventuellement, je ne vais pas bloquer pour ça. Ou alors, si on prend sa décision, moi je quitte le groupe, c'est pas possible, je ne peux pas vivre avec ça. Donc ça, c'est bloquant. voilà, donc effectivement, là il faut s'en occuper, etc. Et pour gagner du temps, il y a certains groupes qui vont donner un niveau à leurs objections et ils vont traiter que celles qui sont vraiment bloquantes. Les autres, finalement, on peut vivre avec, alors allons-y.
Ça dépend aussi de l'intensité, du rythme de vie, du contexte dans lequel tu es. Si c'est un rythme soutenu, parce que tu as plein de concurrents, parce que ça bouge super vite, ou si tu es dans un environnement beaucoup plus calme, où tu peux prendre plus ton temps, tu vas aussi t'adapter. Dans les corps protocoles, s'il n'y a juste pas de niveau d'intensité. En fait, après, au début, ça demande un peu d'apprentissage, mais la pratique fait qu'à un moment donné, on va s'auto-réguler en fait, on va dire ouais, c'est pas vraiment une objection critique, je la dis pas, et donc c'est comme ça que ça marche. En fait, moi j'utilise surtout des critères, de définir les critères avant de décision. C'est sur quels critères on va décider. Et on décide des critères d'évaluation. Je propose que je continue, parce que j'ai encore des choses à vous dire, et puis en plus je parle un peu de ça. Bon, pourquoi c'est utile? Ça met les choses au clair, les positions de chacun sont immédiatement visibles. Et avec ça, on supprime le « je suis la majorité » sans trop, parce que voilà, ou « je m'exprime pas ». En fait, là, tout le monde doit s'exprimer. Et c'est simple, j'ai pas besoin de parler. J'ai juste à dire si je suis, si ça me pose problème. Voilà. Donc ça, c'est super important. Et on gagne du temps avec ça. Ensuite, c'est super intéressant parce que ça change l'état d'esprit. En fait, c'est pas mon veto, je bloque, j'aime pas ce gars-là de toute façon, tout ce qu'il dit, je dis non. Non, c'est... Je construis avec lui, donc en fait, il y a un petit truc qui me gêne, parce que je vois que dans cette situation, si on prend cette proposition, on aura tel problème. Donc je le dis, et on le traite ensemble. Donc ça invite à la construction. Donc je ne vais pas détruire ce que les autres font, je vais les aider à faire mieux. C'est pas le même état d'esprit, et du coup le groupe d'un seul coup devient beaucoup plus humainement acceptable, en fait, c'est beaucoup plus agréable. Et ça développe l'efficacité collective. L'objectif, c'est pas parler plus fort pour convaincre. L'objectif, c'est construire ensemble les meilleurs trucs. J'avais dit, la proposition, il faut que ce soit précise. Donc, on peut utiliser, par exemple, ce genre de template pour les propositions. Donc, ce qui est super important, c'est de commencer par l'intention. Pourquoi je propose qu'on décide ça ensemble? Quelle est la problématique? Qu'est-ce que je cherche à adresser? Parce que des fois, ici, à la description concrète, les gens disent « mais qu'est-ce que c'est que cette idée ?» Par contre, ils sont d'accord que ça, effectivement, c'est un problème qu'on a. Donc déjà, on est d'accord sur le fait qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Ça permet un début de discussion, en fait. Et ce qui est surtout important, c'est les conséquences. Que va-t-il se passer ou pas, si on adopte ou pas cette proposition? Ici, on parle du risque à ne pas faire. Des fois, ne rien faire, c'est pas mal. Mais des fois, ne rien faire, ça peut être très problématique. Si on avait expliqué aux Anglais les conséquences du Brexit plutôt que de jouer sur leur aspect affectif, ils n'auraient peut-être pas tous voté pour la même chose. Voilà, donc qu'est-ce que ça peut donner? Un exemple, je suis secrétaire, en groupe qu'on vient voir précédemment, et moi j'ai un problème au quotidien, c'est que les gens m'adressent, c'est à moi de faire l'ordre du jour des sessions, et les gens m'adressent les propositions par mail. Puis c'est le cirque, elles arrivent dans le désordre, elles ne sont pas toutes complètes, etc. Ça me prend un temps de dingue. Voilà, donc j'ai une proposition qui... Actuellement, c'est beaucoup trop long pour moi de faire ce job. Parce que je propose de mettre un petit formulaire en ligne, comme ça tout le monde passera par là, ce sera plus simple. Conséquence, ça va me faire gagner du temps à moi, mais certainement aussi aux autres. Il n'y aura pas d'oubli, on n'aura pas oublié de propositions. Elles seront de meilleure qualité parce qu'on aura fait le petit template dans le formulaire, donc on n'aura rien oublié. Par contre, la conséquence est effectivement, ce sera obligatoire pour tout le monde d'utiliser ce outil. Ensuite, on met un titre court pour que ce soit facile de voir dans l'ordre du jour, et puis dans la liste des propositions. Des fois, si on n'arrive pas à expliquer l'idée en titre court, il y a peut-être quelque chose. C'est peut-être qu'il n'y a peut-être pas qu'une proposition, en fait, c'est peut-être un ensemble de trucs beaucoup plus vaste. Le porteur, ça peut être un individu ou un groupe de travail. C'est bien de préciser qui amène ça, et puis des fois c'est bien de mettre la date aussi, parce que les trucs qui sont en attente depuis longtemps, à un moment donné, ça serait peut-être bien qu'on s'en occupe et qu'ils repassent devant. Donc voilà, intéressant d'avoir ça. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on enlève les non-dits. Tout ce qui est implicite, c'est des problèmes potentiels et des conflits potentiels. Donc là, on en enlève une grande partie. La notion d'objection, on dit oui si les gens ne sont pas d'accord. Alors attention, les objections c'est toujours lié à la mission du groupe. C'est pour ça qu'au tout début, on a travaillé là-dessus, on a dit qu'est-ce qu'on est censé faire ensemble. C'est en quoi la proposition elle va nous gêner pour atteindre l'objectif de notre mission. On ne peut pas faire une objection parce que je n'aime pas. Ça c'est pas valable. C'est j'aime pas parce qu'il y a un problème potentiel, ok.
je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette proposition, donc je suis contre. Non, on va discuter jusqu'à ce que ça soit contre. On va reformuler, etc. Mais c'est pas un argument. C'est contre mes valeurs, ça c'est pareil. La mission, on l'a définie ensemble. Les objectifs, on les a définis ensemble. On s'est débrouillé pour qu'effectivement ça soit aussi avec nos valeurs. Si c'est plus le cas, c'est sur ça qu'il faut peut-être travailler, ou peut-être que moi j'ai rien à faire ici. Si c'est pas du tout... voilà. L'objection, ça concerne le groupe, pas l'individu, sauf dans le cas où ça m'empêche, ça me gêne dans mon rôle, en disant, ok, si vous mettez ça en place, en tant que secrétaire, ça va devenir vraiment galère de faire mon job. Donc là, effectivement, c'est une objection liée à mon rôle, pas à ma personne. Et puis, de toute façon, une proposition, elle est valable pendant un temps donné, en fait. Hein. C'est pas gravé dans le marbre, rien n'est jamais gravé dans le marbre. Donc ça peut être revu plus tard, ou carrément enlevé. C'est naturel dans des groupes qui vivent que des décisions qui ont été prises à un temps, et ben après, elles sont plus valables, parce que maintenant, on est passé à autre chose, on fait différemment, etc. Ça, j'ai vu beaucoup de groupes, surtout quand on débute, c'est le seul argument qui finit par lever l'objection. En disant, moi je lève mon objection si c'est une expérimentation qu'on fait pendant 3 mois, puis au bout de 3 mois on fera un bilan. En fait, vous savez quoi, les bilans, je les ai jamais vus. Et même la personne qui avait dit, moi je suis d'accord seulement si on fait le bilan dans 3 mois, après on l'a pas fait. Soit la proposition n'était pas hyper pertinente et puis le groupe l'a oublié, soit elle était pertinente et puis ça marche et du coup c'est plus la peine de l'évaluer, en fait tout le monde est convaincu que ça marche. Donc ça, c'est bien de le garder en tête, rien n'est jamais permanent et les décisions ne sont pas définitives. Au final, les objections, c'est des cadeaux. Elles sont, non seulement, elles sont recherchées parce qu'elles aident à rendre des propositions meilleures. Et quand je suis dans cette attitude, quand j'arrive devant le groupe pour mettre ma proposition, je suis pas là, voilà, je me mets bien pour mon armure, hein, parce que les autres ils vont m'envoyer des missiles pour essayer de détruire mon truc. Non, en fait, les gens ils vont être bienveillants avec moi, ils vont m'aider à ce que ce soit meilleur en fait. Et même si éventuellement j'avais identifié une bonne problématique et que j'avais une idée un peu large qui ne marche pas vraiment, en fait, à force de leurs objections, on va construire quelque chose qui va dans le bon sens. En fait. Et donc, arriver devant un groupe qui va m'aider à construire quelque chose de mieux, c'est différent que d'arriver devant un groupe qui va essayer de détruire ce que j'ai fait. Et là, ça rejoint la posture personnelle. Pour que ça marche quand même, il faut une certaine attitude. Donc déjà, il faut une vraie empathie avec les gens qui proposent des trucs, il faut une vraie écoute active. C'est vraiment bizarre ce qu'ils proposent, mais moi, j'ai vraiment envie de comprendre son point de vue, sa démarche intellectuelle, qu'est-ce qu'il a fait, à quoi il pense. Et il faut vraiment que je comprenne. Ça c'est bien beau, mais comment on fait concrètement? Une des choses qu'on peut faire, c'est la reformulation systématique. Quelqu'un vient de faire une proposition, l'animateur choisit quelqu'un au hasard, il dit vas-y, reformule ce qu'il vient de dire. On avait mis ça en place dans un groupe, d'ailleurs ça a été débattu assez longuement, de dire ouais mais ça va nous faire perdre vachement de temps de faire ça systématiquement. En fait non, parce que personne qui reformule, après elle dit ouais mais c'est pas tout à fait ça que je voulais dire, ah bah ouais moi j'avais compris comme lui, ah bah ouais au final on a bien fait de le faire, parce que c'était pas si clair. Donc finalement c'était quand même du temps gagné. Et donc, après, ce qui s'est passé dans ce groupe, c'est qu'au bout d'un moment, on n'a plus besoin autant de ça. Parce que, en fait, l'écoute active, c'était rentré dans notre posture, en fait. Donc, quand on venait à la réunion, on rentrait directement dans ce mode. Parce qu'avant, comme ça pouvait tomber sur nous, la reformulation, j'écoute super bien. Parce qu'à un moment donné, c'est moi qui vais devoir expliquer ce qu'il a dit. Donc, j'écoute. Et puis après, je l'ai fait assez de fois, et en fait, je le fais systématiquement. Mais ça peut être un moyen éducatif. Et puis de toute façon, dans les cas où les enjeux sont forts, ça vaut vraiment le coup de le faire quand même. Et si quelqu'un joue pas le jeu, si quelqu'un fait vraiment pas ça, continue à envoyer des missiles, continue à faire des objections pour son pas vraiment, faut lui dire, attention là, tu joues pas le jeu. Mais il faut lui dire de façon qu'il peut recevoir aussi. Donc là, je vous propose un outil qui s'appelle le message clair. Et donc, c'est un outil de feedback pour dire qu'est-ce qui ne va pas en fait. Donc, déjà, on dit c'est un protocole. Donc, on rentre dans un protocole, on rentre dans une discussion guidée. Et donc là, on n'a pas besoin forcément de facilitateur, puisque le facilitateur, c'est le protocole. Ça va nous guider. Et donc, est-ce que je peux te faire un message clair? Ok, on commence
j'ai quelque chose à te dire et c'est pas personnel, c'est lié à notre travail. Lorsque tu as fait telle action ou que tu as dit tel mot, et là c'est l'action qui a été faite, c'est les faits. Et les mots, c'est les mots que tu as dit, je prends les mêmes mots que toi. Moi j'ai ressenti telle émotion, et c'est là où ça bouillonne, et c'est là où il y a une tension, et c'est là où quelque chose se passe. Parce que moi j'ai besoin de quelque chose que je ne peux pas remplir quand tu fais ça. Et puis après on dit ok, est-ce que c'est clair, t'as compris, et on redonne la main. Comment tu réagis, qu'est-ce qui se passe toi quand tu reçois ce message. Ça, c'est une pratique qui est utilisée dans les écoles primaires par les pédagogues qui font de la pédagogie coopérative. Donc la pédagogie coopérative, c'est des enfants qui s'entraident à apprendre et donc qui sont assez autonomes. Du coup, il y a plein de petits conflits qui apparaissent. Bah, pour l'adulte, guide de la classe, c'est super d'avoir un outil où les enfants résolvent eux-mêmes leurs problèmes. Avec ça, les enfants résolvent 8 problèmes sur 10 tout seuls. Puis après, dans les d'autres problèmes qui restent, il y en a un, en général, il est oublié. Puis il y en a un qui doit être traité soit par l'adulte, soit par un conseil d'enfants. Si ça marche pour les enfants de 8 ans, on doit pouvoir y arriver aussi. S'il y en a qui reconnaissent, hein, c'est dérivé de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Et ça a été simplifié pour être utilisable par les enfants. Mais du coup, si c'est utilisable par les enfants, c'est aussi plus simple à utiliser pour nous. Donc ça c'est puissant. Qu'est-ce que ça peut donner? Alors là, j'ai besoin de un volontaire, une volontaire. On va refaire un petit sketch et oublier, c'est encore plus simple, parce que c'est encore plus court. Tu peux vérifier. Alors, moi je suis Bob, tu es Alice. Est-ce que je peux te faire un message clair? Oui, je t'écoute. Lorsque tu as soupiré et soufflé bruyamment pendant ma présentation, j'ai été vexée. J'ai ressenti de la tristesse et de la colère, car j'ai besoin de mon temps de parole et que mon travail soit respecté. As-tu compris? Oui, c'est très clair. Comment réagis-tu? Oui, je suis vraiment désolé si ça t'a vexé. De mon côté, j'ai été agacé, parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, et je ne pense pas que ton idée puisse marcher. Et je comprends que ce n'est pas forcément la bonne façon de vous exprimer, et je vais éviter de le refaire. Merci. Voilà, tu peux l'applaudir. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Si vous avez 8 choses à retenir de cette présentation. Premièrement, donner une raison d'être, non seulement à l'équipe, mais aussi à chaque groupe de travail, parce que souvent c'est fait au niveau de l'entreprise ou d'un service, mais après c'est pas fait dans les petits groupes de travail. Et c'est pour ça qu'il y a des petits groupes de travail qui dérivent, parce qu'en fait, on leur a pas donné un cadre super clair sur ce qu'ils devaient obtenir. Respirer, donner un rythme de travail qui respire. Convergence, divergence, convergence, divergence, et ça c'est super important pour être efficace. C'est l'automne. La matrice des attendus, pour clarifier les attentes concrètes sur chaque rôle. Qu'est-ce qu'on attend les uns des autres? Ça gagne vachement de temps. Décider par consentement. Réaction non verbale, c'est super efficace. Et puis, on résout les objections et on fait des rondes. Faire des propositions hyper claires. Vous pouvez utiliser le petit template proposé ou l'améliorer à votre tour en voyant ce qui manque et comment faire mieux. Ne pas oublier, les objections sont des cadeaux quand on les fait et quand on les reçoit. L'idée c'est d'améliorer le travail qu'on fait tous ensemble. L'écoute active, la reformulation, penser à la reformulation, c'est un bon moyen. Et donner des feedbacks professionnels avec le message clair. Au final, qu'est-ce que ça change? Et bien, au début, c'est pas trop naturel. Donc il faut se former et il faut s'entraîner. Et vous vous rappelez, les jours de la semaine, elle est triée dans un ordre différent. Au début, c'est pas trop naturel. J'ai l'impression de un peu assez artificiel. Et ben oui, quand on met ça en place dans un groupe, au début, on suit le protocole. Alors on a une feuille chacun, puis on suit les étapes. C'est pas trop naturel, ça fait un peu robotique. Mais on a besoin de ce temps pour apprendre. Et après, ça devient fluide. Bon, il faut 3 mois à peu près pour que ça devienne naturel et qu'après, quand on rentre dans la pièce, on n'a pas l'impression que les gens ils suivent bêtement un protocole écrit sur une feuille. Les réunions sont bien plus calmes et bien plus sereines. La première fois que j'ai vraiment mis tous ces outils en place dans un groupe, à la fin de la première réunion, on a décidé qu'on allait faire ça et on l'a fait pour de vrai. À la fin, on est sorti d'un réunion et on dit « Ah, mais je suis pas épuisé.
Pourtant, elle a duré le même temps, 3 heures, c'était 3 heures, session de 3 heures. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai pas lutté pour conserver l'attention, vérifier le temps, parce que sinon on va pas parler de mon sujet, essayer de parler plus fort pour me faire entendre, etc. J'ai pas fait tout ça en fait. Du coup, j'ai pas dépensé cette énergie, et cette énergie, je l'ai dépensée à co-construire avec les autres. Et mine de rien, j'ai fait plus de boulot, et j'étais moins fatigué. Les conflits sont moins nombreux et durent plus longtemps. Et durent moins longtemps. C'est un lapsus. Plus, parce que le moins c'est plus. Tout le monde le sait. Donc les conflits en fait sont moins nombreux. Pourquoi? Parce que les positions de chacun sont vachement plus visibles. Et puis parce qu'on se réfère toujours à ce qu'on est censé faire ensemble. Et puis si jamais ça arrive, avec du feedback et tout, ok, ça se tasse vraiment beaucoup. Et globalement, les gens disent ah ouais mais bon, c'est quand même hyper rigide ce truc. En fait, le cadre est nécessaire parce qu'il apporte la sécurité émotionnelle. Du coup, en sécurité, je peux m'ouvrir. Et ça s'adresse notamment aux gens qui sont plus introvertis, etc. Tant qu'il n'y a pas ça, ils ne feront pas ça. Et l'ouverture permet la convivialité. Donc les gens disent il faut d'abord être un groupe sympa, puis après on va bien bosser ensemble. Non, non. En fait, il faut d'abord bien bosser ensemble et après on va devenir un groupe sympa. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et puis quoi, l'équipe est prête à relever tous les défis. Là, on a une équipe qui est autorégulée, où chacun peut lever le drapeau quand au moment ça dérape, et c'est pas toujours la même personne qui lève la main en disant oh, là il se passe quelque chose, c'est pas normal, le ton monte et tout, c'est pas ok. Et ça s'autorégule, et avec un outil comme ça, l'équipe elle peut faire face à des trucs incroyables. J'ai vu des gens avec peu de moyens, peu de compétences de départ, réussir à atteindre des niveaux de compétences professionnelles que l'on ne pouvait pas forcément soupçonner, dans le cadre associatif notamment. Quelques ressources. Donc Bloculus, c'est un coach qui fait un petit dossier sur les corps protocoles, c'est hyper bien fait. Le site des McCarthy, directement à la source, pour récupérer les corps protocoles. L'Université du Nou, qui est un groupe de travail qui est adossé au mouvement des colibris en France, qui sont des écolos et qui militent pour l'autonomie. Mais du coup, l'autonomie des groupes a décidé par eux-mêmes, et il y a plein de super contenus. Ils ont fait des vidéos d'une qualité pédagogique extraordinaire. Les cahiers pédagogiques, les messages clairs pour coopérer. Si vous voulez voir un peu plus comment on déroule l'atelier matrice des attendus en détail, et puis le bouquin traduit en français de Marshall Rosenberg, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Les mots c'est bien, c'est une épée à double tranchant, ça peut faire beaucoup de bien ou ça peut faire beaucoup de mal. Donc il faut les utiliser à bon escient. J'ai fini pour moi, on a peut-être le temps pour une ou deux questions. J'avais une question sur la taille de l'équipe où au début on voyait en 5 et 9 personnes, au-delà. Utilisable quand même mais compliqué, ou essayer d'autres choses? Si on est 10, ça peut peut-être encore marcher, 12 ça devient dur mais c'est peut-être jouable. Après en fait il faut faire d'autres équipes. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on commence à travailler en cercle. Et donc chaque cercle va définir sa raison d'être, et puis on va consolider, mais du coup on ne pourra pas tout faire tous ensemble en fait. Mais du coup on peut quand même travailler comme ça dans chaque sous-groupe. Une autre question? Est-ce que cette méthode, elle régule les échanges qui vont arriver coup sûr après une objection? Parce que c'est typique que quand il y a une objection qui est émise, tout le monde a envie de commenter, contredire ou compléter. Est-ce que là, la régulation de ces échanges post-objection, c'est décrit dans cette méthode? Alors en détail, non, mais après les corps protocoles, ça arrive avec une charte aussi. Et toutes les briques des corps protocoles visent à atteindre la mise en place de cette charte, et donc la posture personnelle de dire je vais avoir une discussion constructive sur l'objection, je ne vais pas essayer de la détruire. Constructive, elle pourrait aller de rebond en rebond. Ah oui, pendant très longtemps. On peut aussi faire ok, la discussion s'éternise, on s'enlise, visiblement c'est pas prêt, c'est pas clair, ce début de discussion a apporté de la matière, donc peut-être la personne ou le groupe de travail qui a apporté cette proposition, prenez ça et revenez la prochaine fois. On peut timeboxer aussi en disant, de toute façon, si ça devient trop long, c'est que c'est pas prêt. Encore d'autres questions? Tout était clair? On va faire une dernière chose. J'ai encore une petite question.
j'ai fait une dernière chose là. Pendant la question, en fait, je vais vous distribuer un dernier core protocol, ce qui s'appelle le Perfection Game. Donc c'est un autre moyen de donner du feedback professionnel. Donc c'est une chose que vous avez appréciée, quelque chose qu'on pourrait modifier, et puis une note entre 1 et 10. 1, j'aurais mieux fait de pas venir dans cette salle, et 10, bah, c'est parfait, je conseille cette conférence à mes amis. Ok ? Donc s'il vous plaît, faites-moi un feedback en utilisant un des core protocoles qui s'appelle le Perfection Game. Et puis une autre chose que je vais vous demander, c'est, vous avez appris plein de trucs sympas, avec quoi vous repartez? Est-ce que vous avez découvert des trucs? Est-ce que vous avez envie d'essayer des trucs dans votre propre équipe, dans votre propre contexte de travail? Donc prenez un post-it, notez avec quoi vous repartez de cette conférence et mettez-le, s'il vous plaît, sur le papier. Je vais distribuer des post-it. Question assez courte. Pour ces propositions, Une les dernière gens viennent question. préparer ou ils arrivent et puis on regarde ça? Alors, pour que ce soit vraiment efficace, une réunion de décision ne prend que des décisions. Donc le travail pour élaborer des propositions, pour préparer les décisions, il est fait en amont. C'est pour ça que c'est efficace aussi. Parce que si on travaille tous ensemble sur le sujet, ça va être super long. Il faut se répartir le boulot et puis après on rassemble, on dit bah nous on a exploré ce truc, on a cette proposition, celle-là ou celle-là, laquelle vous préférez. C'est très inspiré de l'holacratie. En fait, je ne sais pas si c'est inspiré de l'holacratie. Ou si c'est l'inverse. Ou c'est de la cross-pollinisation en fait. Oui. Les mêmes problèmes amènent les mêmes solutions. Donc le protocole Decider plus résolution, ça ressemble vachement au rythme de décision de la sociocratie, mais qui n'est pas tout à fait pareil. Et l'holacratie est très fortement inspirée de la sociocratie. Ça reprend tout ce qu'il y a dedans, ça rajoute des trucs en plus. Donc oui, forcément, ça ressemble. Après, c'est bien, c'est de les connaître tous, puis d'utiliser ce qui marche bien dans notre contexte en fait. J'ai fini.